Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du stress et de l'anxiété. Il y a une bonne différence entre les deux. Quand on parle de stress et d'anxiété, si on parle du stress, c'est vraiment une réaction à une situation stressante. Là, je vous ai mis un petit dessin qui représente un stress que nombre de neurodivergents peuvent vivre, c'est-à-dire la socialisation. Quand on est dans une situation sociale, on peut avoir un stress qui est lié à ça, alors que l'anxiété, ça va être une réaction à une situation anticipée. Fait qu'à force de vivre des petits stress ou des plus grands stress qui vont se cristalliser dans une glande qu'on appelle l'amygdale, qui est à l'intérieur de notre cerveau, ben, on va finir par anticiper ces situations-là et quand ça augmente en fréquence et en anxiété, c'est alors qu'on peut parler d'anxiété. Le stress, c'est un signal d'alarme, excusez-moi, un processus physiologique. Comment ça se passe, en fait, c'est qu'on a une situation stressante qui arrive en premier. Et là, le corps, il va mobiliser de l'énergie. Là, je vous ai écrit piloérection en jaune. C'est fait partie des facteurs qui vont arriver quand le corps mobilise de l'énergie. Fait qu'on va avoir la chair de poule, on va avoir aussi les pupilles qui se dilatent, on va avoir des symptômes physiques comme ça. Et en fait, c'est l'arrivée de cortisol et d'adrénaline qui va mobiliser l'énergie pour qu'on puisse réagir à cette situation. Fait que le corps, il va utiliser l'énergie soit pour fuir la situation, soit pour figer, soit pour combattre. Une grosse problématique en 2026 et depuis quelques années, c'est que on est comme un peu anti-stress et on dit ah faut pas être stressé, faut éviter le stress, mais il y a du bon stress. Le stress c'est vital. Si on n'était pas stressé, il y aurait plus d'êtres humains sur Terre. C'est le stress qui nous a amenés. Fait que je vais vous le présenter à la fin. Là. Moi, je me suis beaucoup inspirée de Sonia Lupien qui a écrit un livre qui s'appelle Par amour du stress. Et j'espère vraiment que vous tous et votre entourage allez apprendre à aimer ce stress qui est finalement bien nécessaire pour qu'on puisse évoluer. Quand on parle d'anxiété, Madame Lupien, elle parle de peur irrationnelle et elle donne l'exemple du mammouth. Dans la nuit des temps, quand on était encore des hommes de Cro-Magnon, si par exemple on entendait le sol vibrer, des gros nuages, on disait «Oh mon Dieu, attention à mammouth!» Et là, on pouvait par exemple monter en haut d'un bananier pour éviter de se faire écraser par le troupeau de mammouths. Et si on répète cette action-là plusieurs fois, oh, un nuage risque de mammouth, oh, on mobilise l'énergie, on monte en haut du bananier, et on évite de se faire écraser, ben, au bout d'un certain temps, on va passer à côté du bananier et on va sentir l'odeur de la banane et le corps va mobiliser de nouveau l'adrénaline et la cortisone, même si les mammouths ne sont pas présents. Et c'est là qu'on vient de passer d'un stress réel, je vois un mammouth, je dois me protéger, à je sens une odeur de banane. Et l'odeur de banane me rappelle le danger et je vais mobiliser mon corps même si c'est pas justifié dans la situation actuelle. Fait que c'est ça qui va un peu déterminer la différence entre les deux. Quand on parle de stress, ben une fois qu'on le connaît, c'est plus facile d'accéder à des stratégies pour amoindrir le stress ou en tout cas l'utiliser à son plein potentiel dans un objectif concret plutôt que de partir en anxiété. Alors, on va parler du ciné, c'est un acronyme, et c'est le ciné qui va générer le débit de cortisol et d'adrénaline. Le ciné, ça veut dire le contrôle, le C pour contrôle, le I pour imprévisibilité, le N pour nouveauté, et le E pour l'ego. Souvent, quand on vit un stress, on va raconter à nos amis, à notre famille, «Oh mon Dieu, ce matin, il y avait du trafic, j'ai failli arriver en retard, et puis j'ai eu une chicane avec mes enfants.» Et là, on va parler beaucoup des choses qui nous stressent. Mais si on prend le temps de s'asseoir et de regarder vraiment la situation, c'est juste ces quatre facteurs qui vont impacter. Si on prend par exemple une perte d'emploi, qui peut quand même nous rejoindre dans la situation, mais si on regarde le contrôle, qu'on perde notre emploi ou qu'on décide de démissionner, ben, quand on décide de démissionner, on a le contrôle et on vit forcément moins de stress que si on se fait mettre à la porte. Si on regarde l'imprévisibilité, si jamais on travaille, je sais pas moi, dans le domaine du textile et qu'on voit le dernier arrivé qui se fait mettre à la porte et celui d'après qui se fait mettre à la porte et on a le temps de voir notre tour arriver, ben, on va être capable de rendre ça prévisible, d'aller chercher des ressources, de trouver des plans B. Et ce temps-là qu'on va avoir de prévisibilité va aussi être une source pour baisser l'arrivée de cortisol et d'adrénaline. Si on prend encore l'employabilité et la perte d'emploi, si c'est la première fois qu'on perd un emploi, que c'est nouveau,
versus si on a déjà perdu un emploi et qu'on sait qu'on se relève, qu'on sait qu'on va retrouver un autre travail, qu'on sait qu'on va peut-être être plus épanoui dans un autre travail, ben, de nouveau, ça va être moins stressant. Et finalement, l'ego, ben, si on perd notre emploi parce qu'on est incompétent versus on perd notre emploi parce qu'on travaille par exemple dans le textile et qu'il n'y a plus de travail dans ce domaine-là, ben, c'est sûr que ça va être plus stressant pour nous si on se fait renvoyer par manque de compétences. Alors, une fois qu'on a bien compris ces quatre facteurs-là qui peuvent impacter sur notre stress et notre adrénaline, ben, on peut se trouver des stratégies pour reprendre le contrôle, pour rendre les choses plus prévisibles et ça va nous permettre de mieux gérer la situation. Alors, les stratégies d'adaptation à court et à long terme. Ce qu'on dit, c'est déstresse et progresse. C'est sûr que si on vient d'avoir notre perte d'emploi et un décès et un déménagement et plusieurs facteurs de stress, ben, avant de progresser et de poser des outils qui sont efficaces, il va falloir d'abord qu'on déstresse un peu pour que notre taux hormonal soit à un degré qui est un peu dans une zone proximale de développement, on va pouvoir l'utiliser pour aller mieux et non pas être juste dans la gestion de nos émotions internes. On parle, quand on dit déstress, on parle de gestion des résidus hormonaux. Si vous prenez par exemple quelqu'un qui est en train de courir un marathon et on se dit, oh mon Dieu, il arrive à la ligne d'arrivée puis il titube tellement que c'est difficile les derniers mètres avant la ligne d'arrivée, puis finalement quand il passe la ligne d'arrivée, wouhou, il saute dans les airs comme ça, il éclame sa joie. Et on se dit vraiment, il est vraiment content. Mais en fait, c'est le corps qui se mobilise parce que pendant sa course et avant la course, il va avoir reçu ses injections de cortisol et d'adrénaline. Et en fait, la cortisol et l'adrénaline sont utilisées par le corps, mais il reste tout le temps un petit résidu hormonal. Et en fait, le fait de sauter, de crier et de décharger à la fin d'une activité sportive, par exemple, ben, ça nous permet d'aller sortir ces résidus hormonaux qui restent en nous. La petite parenthèse avec la neurodivergence, c'est qu'on ne sait pas qu'on a ce résidu-là, fait qu'on peut avoir le sentiment de continuer d'être stressé, même quand la situation stressante est terminée, parce qu'on n'a juste pas fait cette décharge hormonale qui est nécessaire. Sur la page d'après, je vais vous donner des petits trucs vraiment efficaces pour le côté déstress. Une fois qu'on a réussi à déstresser un peu puis à faire descendre cet état de fébrilité, ben là, il est le temps de progresser. Pour faire la progression, ben c'est là qu'on va aller voir le ciné, qu'on va aller voir comment reprendre le contrôle, comment rendre les choses prévisibles, comment avoir accès à la nouveauté, l'accepter, se dire, mais je le fais une fois, c'est nouveau, mais une fois que c'est fait, ben ce sera plus du nouveau, ça va être du connu, je vais pouvoir progresser avec ça et voir aussi ben, tout ce qui impacte sur notre ego. Et une fois qu'on arrive à identifier nos stresseurs et à les gérer avec notre ciné, eh bien, on voit vraiment une belle progression dans les choses qu'on peut faire. Pour déstresser, je vous ai mis cette petite image. Et en fait, on a plusieurs molécules du bonheur et on a une façon de les pirater. Alors, pour l'arrêt du stress immédiat, quand on a vraiment des résidus hormonaux, mais ça va être crier, chanter pour aller vraiment réajuster la respiration. Baisser la respiration, gérer la respiration abdominale, ça c'est une stratégie qui est comme à très court terme. Mais dans la vie en général, d'aller balancer le stress qu'on vit au quotidien avec les hormones du bonheur, ça nous permet d'avoir un meilleur équilibre. Donc, les quatre hormones du bonheur, c'est la dopamine, l'oxytocine, la sérotonine et l'endorphine. Et je vous ai mis des petits exemples de choses à faire. Par exemple, moi, j'aime beaucoup l'oxytocine dans mon normophilie. Et entre autres, faire du bénévolat, par exemple, on se dit, mais pourquoi les gens, ils sont trop accros au bénévolat? Ben, le bénévolat est vraiment une bonne source d'hormones du bonheur. Fait que je vous conseille de vous exposer au soleil, de faire du sport, d'écouter de la musique et tout ça, ça va activer votre bien-être et vous aider à réguler les hormones de cortisol et d'adrénaline.